Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série en 3 parties centrée sur la quête de sens. Aujourd'hui, je vais te partager l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, comment planifier ta vie en développant une vision au long terme et en conséquence faire apparaître le futur que tu souhaites avoir. Je sais que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais tu vas voir que tout ce que je vais te dire s'appuie sur des preuves psychologiques et neurologiques. Nous allons voir ce qu'est une vision, les bénéfices qu'elle peut apporter, ainsi que les différences entre une bonne et une mauvaise vision. Alors si tu es perdu, sans direction claire, ni projet à long terme, et que tu as du mal à trouver du sens dans ton quotidien, cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment créer le futur que tu veux voir apparaître, pourquoi le futur que l'on voit est celui qui se réalise, où trouver du sens dans ton quotidien, pourquoi le mouvement d'estime de soi est un échec, quel est le bon amour de soi, comment arrêter de perdre ton temps libre à scroller sur les réseaux, où les gens trouvent-ils du sens, pourquoi ton bonheur se cache dans les responsabilités que tu n'as pas prises, comment savoir quel chemin suivre, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras tous les outils nécessaires pour développer une vision, créer le futur que tu veux voir se manifester et trouver du sens dans ton quotidien. Tu sauras quelle attitude adopter envers toi-même et ton futur toi, une attitude qui te permettra d'orienter ta vie dans la bonne direction, celle que tu veux. Tu peux naviguer dans l'épisode avec les timecodes, mais je te conseille de l'écouter en entier afin d'avoir une compréhension complète des outils et de leur fonctionnement. Aujourd'hui, je vais te présenter, au travers du travail du docteur Jordan Peterson, comment envisager et réaliser les possibilités de ton futur. Selon le philosophe Alfred North Whitehead, nous avons développé la capacité de penser afin de permettre à nos pensées inappropriées et irréalisables de mourir à notre place. En effet, le développement de notre cortex préfrontal nous permet de générer des avatars de nous-mêmes et de les faire jouer les différentes possibilités d'action, de comparer les résultats avec nos objectifs et d'ensuite implémenter l'action en réalité. Nous avons le luxe de pouvoir tuer nos avatars imaginaires au lieu de nous-mêmes. Théoriquement, nous pouvons donc nous dispenser de nos idées stupides. Pragmatiquement, nous désobéissons souvent à notre conscience, nous cédons à la tentation et agissons malgré les conséquences. Cette capacité de penser, bien qu'extrêmement utile et bénéfique, ne vient pas sans un certain coût, puisque dorénavant, nous sommes capables d'envisager la misère, l'incertitude, le chaos et la souffrance de notre futur. Nous redoutons donc constamment le futur et vivons dans la peur de son ombre. Mais ce futur peut être rendu moins terrifiant, plus prévisible, et le moyen le plus efficace de faire cela est d'avoir une vision, de savoir où l'on veut aller. Pour peu que cette vision soit bien calibrée, elle t'évitera beaucoup de souffrance et de misère. Et surtout, elle te permettra de donner une raison à cette misère et à cette souffrance. Comme nous le verrons dans les prochains épisodes, le développement d'une vision est essentiel à la recherche de sens. Et tout d'abord, commençons par remonter dans le temps. Depuis des millénaires, au travers des histoires et des mythes, nos ancêtres divisent le monde entre ordre et chaos. La plus connue de ces philosophies est la vision taoïste du monde, qui propose que le monde que l'on perçoit est divisé en deux composantes fondamentales. Le chaos, représenté par le yin, et l'ordre, représenté par le yang. Le chaos représente l'inconnu, les possibilités, et est vu comme un élément dévastateur. Il contient le potentiel pour de nouvelles découvertes et une transformation de soi. L'ordre, à l'inverse, représente ce qui est connu et offre protection et confort. Tu te trouves dans l'ordre lorsque tes actions produisent le résultat attendu. Et l'homme vit à la frontière entre le chaos et l'ordre, et a la capacité de transformer le chaos en ordre, d'extraire la possibilité de valeur de l'inconnu. Temporellement, le passé représente l'ordre. Il est fixe, bien que l'interprétation que tu en fais puisse changer. Le futur, lui, représente le chaos et ses possibilités. Et il peut changer la façon dont tu abordes ton passé. Il peut refaçonner l'ordre établi. Quant au présent, il est à la frontière entre ces deux univers. Le moment où nous figeons une des possibilités, où nous la rendons réelle, et donc aussi le moment où nous détruisons toutes les autres possibilités. Que tu le veuilles ou non, que tu l'aies choisi ou non, à chaque instant, une possibilité se réalise, aux dépens d'une infinité d'autres. Tu as donc tout intérêt à trouver un moyen de réaliser la possibilité que tu souhaites voir apparaître. Un tel moyen te permettrait de construire le futur que tu veux avoir. Et pour cela, il faut savoir ce que tu veux. Il faut que tu l'établisses comme objectif et que tu avances consciemment vers celui-ci. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire dans cet épisode. Mais alors, quelle attitude devrais-tu adopter envers ce chaos, envers l'inconnu? Une première réponse à cela est que tu ne veux pas rester dans l'ordre.
dans le confort de ta propre ignorance. Tu ne veux pas sacrifier ta croissance, ton potentiel, pour un confort psychologique immédiat, car celui-ci ne durera pas. Les squelettes s'accumuleront petit à petit dans ton placard, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu te seras construit un parfait petit enfer, avec tous les problèmes, tous les changements que tu as ignorés. Et tu seras misérable et paralysé devant le chaos que tu auras laissé s'installer sous ton ordre. Et l'ensemble de ton monde sera maintenant instable et incertain. Tu ne peux pas échapper au chaos. Alors quelle attitude devrais-tu adopter pour le confronter? Tout d'abord, tu dois voir ce chaos comme le lieu d'où peut émerger une meilleure version de toi-même. Tu dois être ouvert à la découverte et adopter une curiosité enfantine. Par contre, je ne te demande pas d'adopter une curiosité naïve, de croire que le monde est entièrement bon et que rien ne peut t'arriver. Je te demande de ne pas rester bloqué par le fait que le monde puisse te blesser. Je te demande d'adopter une certaine résilience, un certain courage envers ce chaos, avec la conscience que celui-ci peut te blesser, mais que tu peux le traverser et que tu ressortiras grandi de la confrontation. Et c'est de cette confrontation qu'émergera le sens, puisque pour les taoïstes, le sens se trouve à la frontière entre le chaos et l'ordre. C'est l'endroit où tu dois te trouver pour pouvoir grandir. Pour Peterson, si tu sacrifies cela, que tu décides de rester dans le confort de ce que tu connais, tu sacrifies alors ta relation avec le processus qui te transforme et t'aide à t'adapter au monde. Ainsi, le sentiment de sens peut être vu comme l'instinct qui te signale un apprentissage optimal, qui te signale que tu te trouves à la frontière entre l'ordre et le chaos, un pied dans chaque monde, en train d'extraire du chaos des éléments de valeur. Ainsi, tu peux voir que les addictions, au travers du système dopaminergique, viennent mimer ce sentiment d'exploration. Les drogues deviennent des idoles visant à remplacer notre manque de sens, mais elles ne peuvent satisfaire ce besoin que momentanément, ce qui nous pousse à en consommer de plus en plus afin de fuir ce vide existentiel. Mais le problème ne se résout pas, loin de là. L'ordre dans ta vie s'écroule petit à petit et le chaos s'infiltre. Les dragons grossissent et toi, tu t'affaiblis. À chaque instant, le changement devient plus difficile puisqu'il y a de plus en plus de problèmes et de moins en moins de toi. Il faut donc commencer à changer maintenant, mais cela demande une certaine humilité puisque les premiers pas du changement sont souvent honteusement petits. Mais peu importe le point de départ, le changement est exponentiel. Commence petit et pas après pas. Remets de l'ordre dans le chaos qui est devenu ton existence. Pour Jung, archétypalement, le fou est le précurseur du sage. Alors regarde la partie de toi dont tu as honte, la partie de toi qui a causé tes erreurs, et commence à grandir. Si tu as trop peur, réduis la tâche jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment petite pour que tu l'entreprennes. Et à chaque victoire, tu deviens plus courageux. Tu reprends confiance en tes capacités et deviens à même d'affronter un plus gros dragon, de faire un plus gros changement. Et peu importe par où tu commences à affronter le chaos dans ta vie, que ce soit en rangeant ton appartement ou en ayant une discussion difficile avec ton partenaire ou ta famille, chaque chemin mène au même endroit, à l'endroit où se cache la chose qui a le plus de valeur pour toi. C'est une bonne chose à savoir, que ce qui t'ennuie, ce qui t'énerve, est lié au même problème, au même dragon. C'est d'ailleurs un des insights qu'a eu Freud, que tous les symptômes étaient l'expression d'un même conflit psychique. Ainsi, peu importe le symptôme qu'il analysait, celui-ci remontait ultimement au même conflit. Mais alors que se passe-t-il si tu refuses de résoudre ce conflit, si tu le laisses se développer dans ton inconscient? Un des insights les plus terrifiants que Jung a pu avoir est que tout conflit inconscient que tu ne conscientises pas et ne résous pas se manifestera dans le monde sous forme de destin. Tu revivras les mêmes situations de manière répétée. Peut-être que chacune de tes relations se finisse toujours de la même manière. Tu rejoues les mêmes patterns et tu te dis que c'est la faute de l'autre. À chaque fois, l'autre n'était pas assez bien, pas assez compréhensif ou trop impulsif. Et tu commences à généraliser à toutes les femmes ou à tous les hommes. Et tu te réfugies derrière ce narratif pour éviter d'avoir à explorer le vrai problème. Tu as laissé un conflit inconscient guider ta perception et tes actions, condamné à revivre la même situation, encore et encore. Et tant que tu ne le rends pas conscient, celui-ci va s'exprimer dans tes comportements. Tu vas recommencer à t'énerver contre ton partenaire, ou à te montrer méfiant, ou à fuir. Peu importe la forme qu'il prend, le pattern se répète et le destin suit son cours. Et si tu le rends conscient et que tu le résous, aussi désagréable que cela puisse être, le problème disparaît et tu reprends la main sur ton destin. Après tout, tu te demandes peut-être pourquoi faire ça, pourquoi affronter tes problèmes maintenant, pourquoi t'exposer volontairement à une situation désagréable, pourquoi t'infliger cette souffrance. Et la réponse est simple, car sinon tu dois supporter ces problèmes pour le reste de ton existence. Et sois sûr d'une chose, avec le temps, ils s'aggraveront et d'autres problèmes s'accumuleront.
Il faut choisir ton enfer. Soit tu entreprends ce voyage volontairement et tu en ressortiras changé, soit tu subis le second passivement pour le reste de ta vie. Imagine que tu te tiens devant un ascenseur. Cela fait déjà plusieurs minutes que tu as appuyé sur le bouton, mais rien ne se passe. Une petite voix dans ta tête te souffle que tu serais probablement déjà arrivé en haut si tu avais simplement pris les escaliers. Tu hésites. Dois-tu renoncer maintenant et admettre que tu as perdu 5 précieuses minutes ou continuer à attendre puisque tu as déjà investi ce temps? Finalement, tu décides de rester. Quelques instants plus tard, une vieille dame s'approche, t'annonce que l'ascenseur est en panne, puis s'engage dans l'escalier sans attendre. Une autre pensée surgit. Tu serais déjà arrivé si tu l'avais écouté. Mais une fois encore, tu refuses d'admettre que tu as gaspillé ton temps et tu décides de rester là. Puis une autre personne arrive, te dit la même chose et tu restes. Encore et encore. Peu importe combien de personnes passent, tu choisis de rester. Parce qu'à chaque fois, reconnaître que tu as perdu ton temps devient plus douloureux. Alors quand vas-tu arrêter? Quand vas-tu accepter que tu as perdu ton temps? Quand vas-tu en faire le deuil pour pouvoir avancer et passer à autre chose? Et si tu as peur de regarder le problème dans les yeux, imagine ce que celui-ci va devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Prends le temps d'imaginer en détail à quoi ressemblera ta vie si tu continues sur cette voie. Et maintenant, sers-toi de cette vision pour faire passer ta peur derrière toi, qu'elle te pousse à changer, qu'elle ne soit plus devant toi en train de te paralyser. Regarde pourquoi tu as perdu 2 ans de ta vie dans une relation qui ne te plaît pas, ou dans des études qui ne t'intéressent pas, ou dans un travail qui te rend misérable. Et peut-être que cette exploration va être terrifiante. Tu vas sûrement te rendre compte que tu t'es trahi à un moment donné, et qu'à cause de cela, tu as perdu 2 ans de ta vie que tu ne pourras pas récupérer. Et alors quoi? Tu vas attendre que le chaos prenne tellement de place dans ta vie que tu n'aies plus la force de le réparer? Sois sûr d'une chose, les problèmes vont grossir et toi tu vas t'affaiblir. Tu peux continuer sur cette voie, mais elle te mène tout droit vers une vie de frustration et de souffrance. Pense pleinement au coup de l'évitement. Prends conscience de l'enfer que peut devenir ta vie si tu restes passif. Ressens pleinement cette misère et imagine-toi en train de contempler avec regret ce que ta vie aurait pu devenir si maintenant tu avais pris la décision de changer les choses. Comme le dit Oliver Sacks, cela nécessite une énergie particulière, au-delà de son potentiel créatif, une audace ou une subversion exceptionnelle pour s'engager dans une nouvelle direction, une fois installé. Avant de nous plonger dans les détails et de voir comment développer une vision, j'aimerais que vous compreniez comment fonctionne la perception. Cela permettra aux plus sceptiques d'entre vous de comprendre l'influence qu'a une vision, volontaire ou pas, sur la manière dont vous interagissez avec le monde. Comme nous l'avons vu plus tôt, le domaine du chaos est infiniment plus grand que tes connaissances. Mais alors, comment arrives-tu à naviguer dans le monde sans être paralysé par l'incertitude? Pour y parvenir, tu simplifies la complexité du monde en la réduisant à des catégories. Ta psyché et tes perceptions sont contenues par des murs, par tes croyances sur la nature du monde et par tes motivations. Ces croyances et ces motivations permettent d'orienter ton système perceptif afin qu'il ne soit pas submergé par la complexité du monde. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, notre perception n'est pas une pâle copie de la réalité. Ce n'est pas un film qui reproduit à l'identique, ni même de manière fiable, ce qui se passe dans le monde. À la place, notre perception est une construction, une sorte d'hallucination contrôlée par notre cerveau et influencée par 2 types de processus. Des processus ascendants qui correspondent aux informations que reçoivent nos sens, et des processus descendants qui correspondent à l'influence qu'ont nos souvenirs, nos attentes et nos pensées sur notre perception. De plus, il existe différents modules perceptifs organisés en hiérarchie. En bas de cette hiérarchie, il y a les modules qui s'occupent du traitement des perceptions précises et concrètes. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les modules deviennent abstraits, avec au sommet des connaissances comme la gravité et nos axiomes les plus primaires sur le fonctionnement du monde, comme la croyance en un monde juste. Et les processus descendants ont une influence même sur les modules les plus élémentaires, à tel point que lorsque l'on perçoit un objet connu, on perçoit le souvenir de cet objet et non l'objet en lui-même. Notre perception dépend donc des caractéristiques physiques de l'objet, mais aussi du contexte dans lequel la perception a lieu, ainsi que des connaissances et des buts de l'auteur. Par exemple, mettons que je sois au bar avec des amis et que le serveur m'apporte une bière. À ce moment-là, je perçois la bière comme une simple bière, c'est-à-dire comme une bouteille qui contient le liquide voulu et plaisant. Et 2 minutes plus tard, une bagarre contre la table d'à côté éclate et tout d'un coup, la même bouteille devient une potentielle arme. On voit donc bien comment la perception d'un même objet dépend du contexte et de mon objectif. Chaque objet cache donc une multitude de possibilités qui peuvent se manifester en fonction de l'objectif de l'auteur et de l'éthique du contexte. L'établissement d'un objectif
et cela n'a pas d'importance que celui-ci soit conscient ou inconscient, fait apparaître le monde sous la forme d'un chemin vers cet objectif, et permet de classer les éléments perçus selon 3 catégories. La première catégorie est composée des éléments inutiles ou neutres, ce qui correspond à la majorité des éléments. Ceux-ci sont généralement traités inconsciemment. La deuxième catégorie contient les éléments facilitant l'avancée vers ton objectif et tes alliés. Ces éléments sont tagués positivement par ton système émotionnel. La troisième catégorie contient les éléments perçus comme obstacles ou ennemis, c'est-à-dire ceux qui entravent ou menacent l'avancée vers ton objectif. Ainsi, ton système émotionnel se calibre en fonction de tes objectifs et te permet de classer et de connaître la nature des objets que tu perçois. Une émotion positive te signale un allié ou un facilitateur. Au contraire, une émotion négative te signale un ennemi ou un obstacle. L'intensité varie en fonction de l'importance ou de la menace que l'objet représente. Et c'est important que tu comprennes que ce système fonctionne en permanence. C'est celui qui te permet d'évaluer rapidement le monde et d'avancer dans celui-ci. Il s'applique aussi bien aux objectifs à court terme qu'à ceux à long terme. Le but de ton système perceptif est donc d'isoler l'information qui te sera utile pour tes prochaines actions. Ainsi, si tu développes une vision précise de ton objectif, ton cerveau va orienter ta perception vers la réussite de celui-ci. Tu verras alors les opportunités qui se présentent et seras à même de t'en saisir. Tu verras des choses que tu n'aurais pas remarquées autrement, tu trouveras des gens qui pourront t'aider, inconsciemment, tu guideras ta vie vers la réalisation de ton objectif. C'est la même raison pour laquelle si tu penses que le monde est intrinsèquement mauvais, alors tu percevras le monde tel quel. Tu verras le négatif et feras ressortir le négatif chez les gens par tes actions. Dans l'épisode sur le growth mindset, j'ai mentionné une expérience où des personnes pensaient avoir de fausses cicatrices sur le visage pour une interview. Mais juste avant celle-ci, les expérimentateurs effaçaient discrètement les cicatrices de telle sorte que la personne pensait toujours les avoir. À la fin de l'interview, ils ont alors demandé aux participants s'ils avaient remarqué des comportements bizarres de la part du présentateur. Et chaque sujet était persuadé que le présentateur avait fixé leurs cicatrices, fait des blagues, s'était moqué d'eux ou était mal à l'aise à cause de celle-ci. Cette expérience nous montre donc bien que nous voyons littéralement ce que nous voulons voir. Tu es donc l'auteur et l'acteur de ta prophétie, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant que tu sais comment fonctionne ton système perceptif, nous allons voir comment se traduisent les bénéfices d'une vision à un niveau neurologique. Pour cela, nous allons nous intéresser au système dopaminergique. Tu en as sûrement déjà entendu parler des dizaines de fois sur TikTok ou Instagram, mais ce système est généralement faussement associé à la récompense. En réalité, ce système est plus impliqué dans l'avancement vers la récompense que dans la récompense en elle-même. En effet, l'activité des neurones dopaminergiques diminue ou se tait complètement lorsque la récompense est atteinte ou qu'elle devient complètement prédictible. Bien sûr, je simplifie ici, mais un des rôles majeurs de la dopamine est de renforcer les neurones impliqués dans l'avancement vers l'objectif. Ce qui compte, c'est donc bien le chemin et pas la récompense. Mettons que ton objectif soit de t'améliorer au tennis, en particulier sur ton service. À chaque fois que tu sers et que tu réussis, les neurones qui ont été activés pour réussir le mouvement vont être renforcés par la dopamine, soit leurs connexions vont se multiplier, soit les connexions déjà existantes vont devenir plus fortes. De telle sorte que ce circuit neuronal aura désormais plus de chances d'être enclenché lors du prochain service. Et ce n'est pas tout. La dopamine permet aussi de marquer l'avancement vers notre objectif. C'est donc la molécule fondamentale qui contrôle les émotions positives comme l'espoir, l'enthousiasme et la curiosité. En effet, Carl Friston a modélisé le rôle de marqueur qu'ont les émotions quant au suivi de la progression vers un objectif, en particulier comme marqueur de l'entropie, c'est-à-dire du nombre de choix possibles. L'entropie correspond au nombre d'états que peut prendre un système. Ainsi, une entropie élevée signifie un nombre élevé de possibilités. Friston propose donc que l'anxiété est un marqueur de cette entropie perçue. C'est pourquoi nous devenons anxieux lorsque nous sommes noyés sous les possibilités. A l'inverse, les émotions positives, notamment au travers du circuit dopaminergique, servent à marquer une réduction en entropie, ce qui signifie que l'atteinte de notre objectif devient plus certaine. Fixer un objectif permet donc de réduire drastiquement le nombre de possibilités qui s'offrent à toi, ce qui canalise ton anxiété et te donne accès aux émotions positives, comme nous l'avons vu précédemment. On pense souvent qu'un choix limité à quelques possibilités est pire qu'un choix totalement libre, mais c'est faux. Ce que tu veux vraiment, c'est un nombre optimal de possibilités devant toi. Par exemple, imagine que tu es au supermarché, tu dois t'acheter un shampoing. Préfères-tu choisir parmi 5 shampoings ou parmi 80 ? À ton avis, dans quel cas seras-tu le plus satisfait de ton choix ?
Eh bien, les études montrent que les participants disposant d'un choix limité étaient plus satisfaits de leurs décisions et regrettaient moins souvent leur choix, contrairement à ceux confrontés à un trop gros nombre d'options qui ressentaient davantage de frustration, étaient moins satisfaits et regrettaient presque systématiquement leurs décisions. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis parmi 5 parfums, tu as une chance sur 5 d'avoir fait le meilleur choix. Mais avec 80 parfums, la probabilité que tu aies fait le bon choix est presque nulle. Il te faut donc un nombre optimal de possibilités, assez pour te permettre de choisir, mais pas trop pour ne pas être submergé. Restreindre le nombre de possibilités permet donc de te protéger des émotions négatives, des regrets et de favoriser tes émotions positives comme la satisfaction. Trop de possibilités et tu te noies dans le chaos, pas assez et tu es tyrannisé par l'ordre. D'ailleurs, le rôle des traditions est justement d'apporter cette structure qui permet de canaliser le nombre de possibilités. On verra cela plus en détail dans le prochain épisode sur la quête de sens, mais le rejet des traditions vient avec son prix, qui est une descente dans le chaos, caractérisée par une multiplication du nombre de possibilités. Cela explique en partie la crise de sens qui touche les jeunes adultes depuis les années 50. Tu es parfaitement libre de choisir ce que tu veux faire. Tu peux prendre n'importe quel chemin, mais sans guide, il y a un grand nombre de mauvais chemins. Et donc, tu es paralysé par l'anxiété, incapable de choisir. Et même si tu en choisis un, le manque de certitude dans le fait d'avoir fait le bon choix te fera revenir au point de départ, ou te fera changer de direction systématiquement. C'est un point important à garder en tête. Lorsque tu rejettes une tradition d'un revers de la main, tu le fais à tes risques et périls. Tu sais maintenant comment la fixation d'un objectif peut t'aider à canaliser tes émotions négatives et à ressentir des émotions positives. Mais avant de passer à la suite, il nous reste un petit point à voir. Comme on l'a vu, la fixation d'un grand objectif est une bonne idée en soi, mais suivre l'avancement vers cet objectif peut être complexe et ne te permet pas de profiter pleinement des avantages physiologiques et émotionnels de la dopamine. Ainsi, je te conseille de garder un grand objectif et de le décomposer en petits objectifs qui seront des étapes vers la réussite de ce grand objectif. Comme ça, tu te vois avancer plus facilement et plus rapidement vers tes petits objectifs et donc vers ton objectif final, ce qui permet ensuite de déclencher tous les bienfaits de la dopamine. Et en particulier, si tu es déprimé, la fixation de micro-objectifs permet d'activer tes émotions positives et de te lancer sur la bonne voie. Et rappelle-toi, on est plus heureux à l'idée d'avoir quelque chose une fois que l'on a eu cette chose. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne notre perception du monde, nous allons voir comment fonctionne notre perception de nous-mêmes. En effet, nous avons tous des narratifs au travers desquels nous nous percevons et nous nous décrivons aux autres. Ces narratifs se sont construits au fur et à mesure de nos expériences afin de rendre notre perception de soi et du monde plus prévisible. Dorénavant, tu as un script propre à chaque situation, tu n'as plus à réfléchir, tu es le genre de personne qui agit de cette manière lorsqu'il est dans cet événement. Cette conceptualisation que tu as de toi est extrêmement utile dans les situations familières. Elles te permettent d'agir automatiquement sans avoir à repenser chacune des décisions que tu as prises auparavant dans la même situation. Et ce concept de toi agit aussi comme une boîte dans laquelle tu t'es enfermé. Tu as sacrifié ta variabilité, tes différentes possibilités de futur contre le confort du familier, du connu. C'est un moyen de réduire ton entropie cérébrale et comme dit Peterson, les gens ont tendance à réduire leur champ d'action afin d'être sûrs de ne pas se surprendre eux-mêmes. Et donc tu vas avoir tendance à réduire le nombre de comportements que tu vas pouvoir faire dans une situation. Et cela peut devenir pathologique si ta conception de toi-même est trop étroite et ne laisse pas suffisamment de place aux nouvelles possibilités. C'est précisément pour cette raison que changer est si dur. Car le changement implique de laisser entrer de l'entropie dans le système, de laisser venir du chaos, ce qui rend plus incertain le futur et est plus coûteux physiologiquement. C'est en partie pourquoi on préfère répéter des situations déplaisantes, mais connues, plutôt que de se risquer dans l'inconnu et d'essayer de changer le résultat. Ironiquement, l'enfer que l'on connaît semble moins pire que l'inconnu. Comme Eric Fromm le dit, la tâche que nous devons nous fixer n'est pas de nous sentir en sécurité, mais d'être capable de tolérer l'insécurité. Alors ne reste pas prisonnier de ton confort et de ta misère, développe une vision de ce que tu pourrais devenir afin d'être sûr de ne pas t'enfermer dans une boîte trop étroite, de ne pas restreindre complètement ton potentiel. Développe une conceptualisation changeante de toi-même. Apprends à explorer l'inconnu, à transformer le chaos en ordre afin d'intégrer tes potentiels de valeur à ton identité. Commence à changer ta perception de toi-même. Rends-toi compte que tu n'es pas uniquement ce que tu es maintenant, que tu ne resteras pas identique, figé dans le temps. Commence à considérer ce que tu pourrais devenir, intègre tes possibles toi dans ton schéma et ose leur donner vie. Comme l'a si bien dit Edward Wilson,
Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Choisis un objectif qui te semble juste et efforce-toi d'exceller, aussi difficile que soit le chemin. Vise haut, agis avec honneur, prépare-toi à être seul par moments et à affronter l'échec. Persévère, le monde a besoin de tout ce que tu peux offrir. Maintenant que nous avons fini de voir le rôle que joue une vision dans ta perception de toi-même et du monde, nous allons maintenant voir ce qu'est une mauvaise vision et les conséquences d'une telle vision. Tu es peut-être encore sceptique quant à cette idée de vision. Peut-être que tu penses que tu n'es pas capable de faire un plan. Peut-être que tu penses que ta vie est d'une certaine façon, a toujours été comme ça et le sera toujours, peu importe ce que tu fais. Et si c'est le cas, je t'encourage à aller voir l'épisode que j'ai fait sur le développement d'un gros mindset. Ça t'aidera à comprendre que les choses peuvent changer, que rien n'est immuable. Mais revenons à notre problème. Si tu penses que tu es condamné à rester comme tu es, eh bien bonne nouvelle, c'est la preuve que tu es capable de développer une vision. Seulement celle-ci est pessimiste et nihiliste, et donc sa réalisation entraîne ce qu'elle promet, de la frustration, du nihilisme et aucune justification à la misère de ton existence. De la même manière, tu as sûrement de nombreux plans qui sont orientés vers des bénéfices à court terme, souvent aux dépens du long terme et de ton futur toi. Donc ce n'est pas que tu n'as pas de vision ou de plan, c'est seulement que tu n'as pas développé une vision qui avance tes intérêts au long terme. J'aurai l'occasion de revenir dessus plus en détail dans l'épisode sur la quête de sens, mais Peterson et Frankl pointent le fait qu'une vision au long terme est nécessaire pour sortir de l'incertitude et du nihilisme inhérent à la poursuite de gratification immédiate. Redirige tes impulsions et tes désirs immédiats vers des fins plus sophistiquées plutôt que de les supprimer. Intègre tes personnalités les plus basses et redirige-les vers un but plus noble. Comme le propose Jung, intègre ton ombre et sers-en comme moteur pour accomplir un plus grand objectif. Une vision hédonique, centrée sur le court terme, ne peut entraîner que de la confusion, le passage compulsif d'une activité à l'autre, pour passer le temps, pour satisfaire tes besoins immédiats et éviter de penser au futur. Alors qu'une vision long terme permet de structurer ta perspective et de donner un cadre à tes actions. Sans cela, tu tâtonneras, tes actions se contrediront et tu ne pourras jamais avancer vers une direction précise. Pour aller quelque part, tu as besoin d'un point de départ et d'une destination. Sans destination, quelles sont les probabilités que tu arrives au bon endroit par hasard? Et comme Peterson le rappelle, sans vision, impossible de choisir quel chemin emprunter. Impossible d'avoir de l'espoir, puisque l'espoir se développe en relation à un but. Et à cause de la nature anthropique de notre univers, rester sur place nécessite des efforts. Si tu ne fais rien, les choses s'aggraveront petit à petit. Chaque jour, le dragon de la veille sera un peu plus imposant. Le changement deviendra de plus en plus difficile et petit à petit, le désespoir s'installera. Tu chercheras à fuir au travers de poursuites hédonistes pour te rendre compte trop tard que leur satisfaction est éphémère et qu'elle ne t'aide pas à apporter du sens à ta vie. Et je finirai cette partie en citant Peterson. Tu as besoin d'un objectif suffisamment lointain et audacieux pour que l'espoir et l'enthousiasme ressentis lors de l'avancement vers celui-ci compensent largement la terreur et l'anxiété qui émergent naturellement de la nouveauté et du changement. Après tout, pourquoi vouloir affronter l'inconfort de la nouveauté si la récompense n'en vaut pas le coup? Nous allons maintenant aborder la manière avec laquelle tu devrais te traiter. On va se concentrer en particulier sur la notion d'amour de soi et quelle est la bonne attitude à adopter envers toi-même. Peterson met en lumière le fait que depuis quelques années, le mouvement d'estime de soi a pris de la force et encourage de plus en plus de monde à s'aimer tels qu'ils sont, peu importe qui ils sont. Et ils ont en partie raison sur un point. Tu devrais t'aimer et te sentir bien à propos de la personne que tu es maintenant. Mais il ne devrait pas s'arrêter là et ajouter « mais tu devrais aimer encore plus celui que tu pourrais devenir ». Mais pourquoi cette partie est-elle si essentielle? Premièrement, peu importe ce que tu n'es pas seulement celui que tu es maintenant, tu es aussi celui que tu deviendras et ce que tu aurais pu devenir. Et t'aimer proprement, c'est non seulement aimer ce que tu es, mais aussi et peut-être surtout aimer ce que tu pourrais devenir. Lorsqu'un adolescent est misérable et déprimé, de nombreuses choses en sont certainement la cause, mais il a certainement un contrôle sur la majorité d'entre elles. Imagine alors venir lui dire, comme l'encourage le mouvement d'estime de soi, tu es parfait comme tu es, tu devrais t'aimer et t'accepter comme tu es. Mais si on te dit que tu es parfait en tout point, alors pourquoi changer? Et surtout, comment changer pour le meilleur? C'est impossible. Et pourtant, cette perfection a un goût amer. Je suis anxieux, un peu déprimé, et je n'arrive pas à aller vers les autres, à créer des relations avec eux, et dès que je prends la parole, c'est pour me ridiculiser. Et donc, vous me dites que je suis censé me sentir bien à propos de cela, que c'est ma perfection, que les autres devraient m'accepter comme tel, et que s'ils ne le font pas, c'est eux le problème, que je ne peux rien espérer de mieux pour moi-même, donc je suis condamné à rester misérable, à moins que je ne sois capable de me voiler suffisamment la face.
Et pour leur défense, l'opposé est aussi mauvais. Tu ne veux pas te découper en pièces pour chaque échec et chaque défaut que tu as. Sinon, tu seras incapable d'entreprendre la moindre chose par peur de te décevoir et tu ajouteras de la souffrance inutile à ta misère. À la place, Peterson te propose d'être judicieux et miséricordieux dans la façon dont tu te traites. Tu veux être capable de t'aimer de la même manière qu'une mère et un père acceptent leur enfant. Tu dois t'accepter comme tu es pour t'assurer de la sécurité et un refuge, mais tu dois aussi prendre en compte le fait que tu peux faire bien mieux et devrais faire bien mieux. Tu dois avoir confiance dans le fait que tu le feras et que tu en es capable. Tu as besoin d'un minimum d'amour envers toi-même pour pouvoir te développer pleinement, mais tu dois l'associer avec des encouragements à exploiter ton potentiel, à devenir ce que tu pourrais être. Des encouragements à développer ton potentiel, à te transformer, à faire apparaître une meilleure version de toi-même est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir. Alors aime-toi, mais aime encore plus celui que tu pourrais devenir. J'espère t'avoir convaincu des bénéfices associés au développement d'une vision au long terme. Et dans cette partie, nous allons voir comment tu pourras développer ta vision. Mais avant cela, j'aimerais que l'on se demande ce que ça veut dire de vouloir quelque chose. Et Peterson propose une définition pragmatique. Lorsque tu veux quelque chose, demande-toi qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'avoir. Combien es-tu prêt à investir? Quelle quantité de travail et d'effort es-tu prêt à mettre dedans? Et c'est ce que je vais te demander de considérer lorsque tu rédigeras ta vision. Questionne-toi sur ce que tu es prêt à investir dans la réalisation de ta vision afin de voir si tu tiens réellement à ton objectif. Après tout, une vision est simplement un contrat avec le futur. Alors quel sacrifice présent es-tu prêt à faire pour ton futur toi? C'est une négociation. Tu ne veux pas devenir ton propre tyran et te forcer à avancer à coups de bâton. Mais tu ne veux pas non plus être un poids pour ton futur toi et poursuivre le moindre de tes désirs immédiats sans réflexion sur leurs conséquences. Tu veux établir un contrat que tu es prêt à suivre volontairement et avec enthousiasme. Pour cela, tu as deux formes de motivation à ta disposition. Tu peux aller vers la récompense ou fuir la peur. C'est pourquoi, comme je l'ai dit au début de l'épisode, je t'encourage aussi à écrire une vision négative. Une vision de ce qui se passerait si tu laissais libre cours à tous tes mauvais penchants. Où est-ce que tu finirais dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? À quoi ressemblerait ta vie si tu poursuivais la réalisation de chacun de tes désirs immédiats? Et sers-toi de cette vision pour te pousser à avancer. Maintenant que tu as ça en tête, je tiens à t'indiquer la manière la plus efficace, la plus complète et la plus facile de développer ta vision. Et c'est d'acheter les scripts guidés proposés par Peterson sur le site selfauthoring.com. Tu trouveras le lien dans la description. Tu peux acheter la version basée sur le futur pour 15 € ou prendre la suite complète, passé, présent et futur pour 30 €. Personnellement, j'ai acheté la suite complète il y a maintenant 3 ans et elle m'a grandement aidé à cartographier mon passé, à déterminer où est-ce que j'en étais à ce moment-là et à voir où est-ce que je voulais aller. J'ai fait ces exercices pendant une période de crise et je t'encourage, si tu as des souvenirs douloureux que tu traînes encore ou si tu es perdu, à prendre la suite complète. Même si le programme est en anglais, les scripts sont aisément traduisibles et tu pourras revenir pour changer ta vision autant de fois que tu le voudras puisque les scripts sont réutilisables à vie. Pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans le programme officiel, bien que je vous le conseille, je vous ai fait un Google Doc qui rassemble les étapes clés et les conseils de Peterson. Bien sûr, pour cela je me suis basé uniquement sur des informations qui sont déjà accessibles gratuitement. Je me suis simplement contenté de vous les rassembler dans ce document. Bien que ces instructions ne soient pas aussi détaillées que celles de la version payante, elles te fourniront néanmoins une base solide pour démarrer. Et avec un peu de persévérance et d'engagement personnel, tu devrais être en mesure d'atteindre des résultats similaires. Lorsque tu feras le programme, assure-toi d'être seul, de couper les distractions et de ne te consacrer qu'à la rédaction de ta vision pendant 2 ou 3 heures. Tu peux prendre des pauses de 10 à 15 minutes, mais assure-toi de faire le tout en une seule fois. Et si tu n'es pas suffisamment motivé pour le moment pour faire cet exercice, je peux te proposer un exercice encore plus simple et plus rapide. Tu vas écrire une lettre à ton futur toi. Le fait d'écrire cette lettre te permettra de visionner là où tu aimerais être plus tard. Ça peut être dans 3 mois, 1 an, 3 ans ou même 5 ans. Tu peux en écrire plusieurs pour différents futurs toi. Tu te demandes peut-être ce que tu dois mettre dans cette lettre. Et la réponse est simple, tout ce qui te passe par la tête, tout ce dont tu as envie. Prends 20 minutes, pose-toi calmement et réfléchis à ce que tu aimerais devenir, à celui que tu aimerais être dans le futur, et écris une lettre à cette personne. Tu peux décrire les étapes que tu vas prendre, tu peux décrire la personne que tu aimerais être, tu peux lui poser des questions, tu peux te faire des promesses. Vraiment, fais tout ce qui te semble bon. Et pour écrire la lettre, tu peux soit la rédiger au format papier et la garder dans une enveloppe pour plus tard, ou alors tu peux te rendre sur le site en description qui te permettra d'écrire une lettre et de programmer l'envoi par mail de celle-ci à une date précise. Je te recommande grandement de faire ces 2 exercices, peu importe dans quel ordre.
tu verras tout de suite le changement de perspective qu'ils entraînent et les bénéfices qu'ils apportent se manifesteront rapidement aussi. Et avant de passer à la suite, j'aimerais que tu te poses cette question. À quoi aimerais-tu que ta vie ressemble? Si tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, qu'est-ce que ce serait? Si tu orientais proprement ta vision et entreprenais les actions nécessaires, tu pourrais être là où tu veux être dans 5 ans. Alors si tu pouvais être là où tu veux dans 5 ans, où est-ce que ce serait? Sois honnête avec toi-même, écoute réellement la réponse. Si tu as besoin, mais pose à l'épisode. Et n'oublie pas, comme dit Peterson, le chemin apparaît uniquement lorsque l'objectif est fermement ancré dans l'esprit. Maintenant que tu as une idée, même vague, de ce que tu aimerais avoir, j'aimerais que tu te poses une série d'autres questions plus spécifiques et que tu essaies d'y répondre même rapidement dans ta tête. Que tu vois comment ces réponses plus spécifiques peuvent s'aligner avec ta vision plus globale de ce que tu aimerais que ta vie devienne. Quel genre de partenaire aimerais-tu avoir? Quel genre de partenaire aimerais-tu être? Quel genre de famille veux-tu? Est-ce que tu peux unir ta famille ou au moins reprendre contact avec eux? Est-ce que tu es suffisamment éduqué? Est-ce que tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu peux avoir une carrière? Quel genre de collègue veux-tu être? Est-ce que tu es engagé dans la vie de ta communauté? Est-ce que tu sais réguler tes tentations? Et qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je sais que ça fait beaucoup de questions et tu devrais sûrement prendre 2 minutes pour y répondre et revenir sur le podcast après. Il y a donc 6 aspects fondamentaux de ta vie sur lesquels je t'encourage à développer une vision. Ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, la régulation de tes tentations et ce que tu vas faire de ton temps libre. Dans cet épisode, nous allons juste explorer le dernier aspect, ce que tu fais de ton temps libre. C'est le plus simple à ajuster et l'un de ceux qui te permettra le plus facilement de donner du sens à ton quotidien. Pour approfondir les autres aspects, je t'invite à répondre aux questions dans le Google Doc. Qu'est-ce que tu comptes faire de ton temps libre? C'est la question la plus importante et c'est sûrement la cause derrière beaucoup de ta misère. C'est un endroit de ta vie qui est aisément fixable et duquel tu pourras tirer énormément de sens. Et comme la plupart des gens, tu as sûrement entre 5 et 8 heures de temps libre par jour, durant lequel tu ne fais rien de productif, rien qui puisse amener du sens à ta vie. Regarde juste le temps que tu passes à scroller sur TikTok, Instagram ou Twitter. Les études montrent qu'en moyenne, les jeunes scrollent quotidiennement l'équivalent en hauteur de la Statue de la Liberté. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose à la hauteur du temps investi? Si on fait le calcul, ça fait entre 35 et 56 heures de perdu par semaine. Ça fait entre 2 mois et demi et 4 mois de perdu par an. Et si on considère que tu aurais été payé au SMIC, ce qui est une sous-estimation, étant donné que tu es jeune et plein de potentiel, ça fait entre 18 et 29 000 euros au bas prix. La moitié de ta vie éveillée disparaît comme ça, dans quelque chose que tu vas regretter d'avoir fait après, et qui, dans un premier temps, t'a même pas vraiment apporté de plaisir non plus. À la place, Peterson te propose de trouver quelque chose à faire qui colle à ta personnalité, ce qui rendra cette activité agréable, plaisante et sensée. Si tu es créatif, peut-être que tu veux utiliser une partie de ce temps pour faire de la peinture, écrire un roman, apprendre un instrument. Si tu es quelqu'un de consciencieux, tu veux peut-être rejoindre une association ou faire du bénévolat, trouver un moyen de rendre service à ta communauté. Si tu es une personne agréable, tu veux peut-être profiter de ce temps libre pour aller prendre soin de quelqu'un. Tu peux aller rendre visite aux personnes âgées autour de chez toi. Tu peux te porter bénévole pour aider des gens seuls. Si tu es plutôt désagréable, tu veux peut-être trouver un nouveau domaine dans lequel satisfaire ton ambition. Trouve un sport qui te challenge, ouvre un business, acquiert de nouvelles compétences. Si tu es plus extraverti, tu veux peut-être en profiter pour améliorer tes relations sociales, pour rencontrer de nouvelles personnes. Tu peux rejoindre un club de sport, aller parler à des inconnus ou rejoindre une association. Et tu peux mélanger cela en fonction de ta personnalité pour trouver quelque chose qui te plaît et qui dans un même temps te permettra de trouver du sens. Essaie de prendre ne serait-ce qu'1 heure par jour pour t'investir dans le développement de nouvelles compétences, pour créer de nouvelles connexions avec les gens, pour aider les autres, et tu auras toujours plein de temps à perdre. Et peut-être que tu peux te demander quelle personne tu deviendrais, ce que tu serais capable d'accomplir si tu ne perdais pas une seule minute de ton temps. Demande-toi sincèrement, si je pouvais organiser mon temps libre de la façon que je le voulais, à quoi est-ce que cela ressemblerait? Et c'est probablement l'endroit où ce sera le plus simple de trouver du sens, mais c'est aussi l'un des endroits qui participe le plus à la misère d'une personne. Si tu veux commencer à structurer certains aspects de ta vie, n'aie pas honte de débuter par de petites choses, fais preuve d'humilité et apprécie l'opportunité d'améliorer même des détails insignifiants, comme ranger ton bureau ou passer l'aspirateur dans ta chambre. Ne t'imagine pas basculer du jour au lendemain d'une routine où tu ne faisais rien de productif, où tu passais ton temps sur les réseaux, à un mode de vie extrême,
où tu mets le réveil à 5 ou 6 heures du matin, où tu enchaînes avec une douche froide, puis une méditation de 30 minutes et des séances de sport 5 fois par semaine. Trop de changements d'un coup et tu ne tiendras pas sur la durée. Commence petit. De la même manière, ne te dis pas que tu vas lire un livre par semaine ou 3 livres par mois. Fixe-toi plutôt un objectif quotidien en nombre de pages. Commence avec 5, puis augmente progressivement. Au lieu de te décourager en voulant faire trop dès le départ, tu développeras naturellement le plaisir de lire. Commence petit, progresse pas à pas, et tu verras que cette évolution est exponentielle. Inutile de te précipiter ou de brûler les étapes. En avançant progressivement, les résultats viendront bien plus vite que tu n'imagines. Une des choses pour lesquelles Peterson est le plus connu est son appel aux jeunes à prendre leurs responsabilités. Tous les adultes depuis que tu es entré au collège passent leur temps à te rabâcher sur tes responsabilités. Et ils n'ont pas tort, c'est ton devoir. Et Peterson ajoute quelque chose à ce discours. C'est qu'en réalité, tu n'as rien de mieux à faire que de prendre tes responsabilités. Car tu as besoin de te justifier, à toi-même et aux autres, à cause de tes erreurs, de tes défauts et de ta proclivité à répéter les mêmes erreurs stupides. Et tu en as aussi besoin pour justifier la misère et la souffrance de ta vie. Et comme on le verra dans l'épisode sur la quête de sens, tu peux trouver des significations profondes à ta vie, même dans la pire des souffrances. Et cela passe en partie par la volonté de porter sa souffrance et de grimper la colline malgré tout. Apprends à devenir responsable de toi-même, puis deviens responsable d'autant de personnes que tu peux. Commence par ton partenaire, puis ta famille, puis tes amis, puis ta communauté, puis ta ville. Et c'est cette prise de responsabilité, en commençant par soi, qui d'après Peterson, va justifier la misère dans ta vie. Cela va te donner la bonne attitude et va te donner quelque chose pour lequel te battre. On va maintenant rentrer dans la dernière partie de l'épisode. Imagine que tu as 90 ans, que tu es sur ton lit de mort, et dans tes derniers moments, tu regardes en arrière, tu plonges dans tes souvenirs et revois le film de ta vie. 2 questions hantent alors ton esprit. Est-ce que ma vie avait un sens? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas fait telle ou telle chose? Chacun d'entre nous espère pouvoir répondre positivement à la première et ne pas avoir à se poser la seconde. C'est là les 2 problèmes que nous allons essayer de résoudre. Comment trouver un sens à sa vie, et ce même dans la misère, et comment orienter sa vie afin d'éviter les regrets. Le prochain épisode sera entièrement consacré à la quête de sens, et notamment à comment trouver du sens jusque dans sa souffrance. Il nous reste donc un dernier problème à résoudre ici. Qu'est-ce que cela coûterait? Qu'est-ce que tu devrais faire pour être certain que lorsque tu regarderas ta vie dans son entièreté, tu sois satisfait et sans regret? Après tout, nous vivons dans une époque où les possibilités de réussite sont presque infinies et dans laquelle l'accès au savoir est à portée de main. Ces 2 choses facilitent grandement l'avancement vers ses objectifs et dans un même temps facilitent l'arrivée d'un sentiment de regret puisque cela n'a jamais été aussi facile de faire les choses. Et pour autant, nous ne les faisons pas et en plus de ça, nous perdons notre temps dans des activités vides de sens. Ce problème des regrets va donc être amplifié du fait de l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est dur, peut-être plus dur que de trouver du sens dans sa souffrance, puisque nous les humains avons cette étrange capacité de changer le contexte d'interprétation du passé afin d'en extraire une nouvelle signification et des bénéfices sur le présent. Et cela permet une attitude de résilience dans les épreuves les plus dures. Ainsi, même la souffrance du présent peut devenir quelque chose rempli de sens dans le futur. Mais ce changement de contexte fonctionne uniquement si on est de bonne foi avec notre passé et ne supprime pas nécessairement les regrets. La solution doit donc être trouvée ailleurs. Si les regrets ne peuvent être traités dans le futur, alors il faut se tourner vers le présent. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans le présent pour éviter les regrets? Pour Peterson, la réponse est évidente. Tu dois dire la vérité et t'y tenir. Soumettre tes actions à celle-ci. Pourquoi? Parce que tu as besoin de quelque chose de suffisamment solide pour résister contre la tentation de dire « je le regrette, j'aurais dû faire autrement ». Et sois certain d'une chose, cela arrivera. Le seul moyen que tu as de te protéger est de t'assurer que tu prennes la meilleure décision que tu puisses prendre avec les informations que tu avais à ta disposition. Et cela est possible uniquement si tu suis ce qui est vrai. Si tu mens ou que tu prends une décision que tu sais que tu ne devrais pas prendre, alors plus rien ne peut te protéger des futurs regrets. Et tu le sais très bien, tu l'as déjà expérimenté des milliers de fois. Je sais que la vérité peut être difficile sur le moment. Elle peut te placer dans des situations inconfortables ou rudes, voire même des situations horribles. Mais tu dois adopter cet axiome de foi que la meilleure des choses qui puissent t'arriver est celle qui arrive lorsque tu dis la vérité. Et je sais que c'est tentant de mentir, d'autant plus si tu penses que tu peux t'en tirer. J'ai moi-même été dans cette situation. J'ai menti toute mon adolescence, de mes 12 ans à mes 19 ans, à un point qu'encore aujourd'hui, j'ai des souvenirs dont je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux. J'ai menti si longtemps
que j'ai incorporé les mensonges que je racontais. Je ne vivais pas ma vie, je vivais la vie de quelqu'un d'autre, d'une mascarade que j'ai construite au fur et à mesure des années. Et si tu es dans la même situation, je sais que ça va être difficile et douloureux d'admettre aux personnes proches de toi que tu leur as menti. Tu peux être sûr que ta vie va être chamboulée. Tu perdras peut-être des amis, ton boulot ou ta copine. Et le plus tôt tu le feras, le mieux ce sera. Après ça, tu pourras trouver des personnes qui te correspondent vraiment, qui aiment réellement ta personne pour ce qu'elle est, et pas celle que tu prétendais être. Lorsque tu mens, tu corromps le système qui te permet de t'orienter dans le monde, et ta perception de celui-ci change, et tu te retrouves à poursuivre de faux idéaux. Alors dis la vérité, afin de maintenir ta vision claire, afin de garder le système qui te guide dans le monde accordé. Et comme dit Peterson, la vérité épure la terrible complexité d'un homme pour la ramener à la simplicité de ses mots, lui permettant ainsi d'être rencontré comme un partenaire plutôt que combattu comme un ennemi. Alors vis l'aventure de ta vie, suis la vérité et prends les responsabilités que cela implique. Ce sera dur, douloureux et peut-être qu'au court terme, tu souhaiterais avoir menti afin d'échapper à la souffrance. Dans ces moments, rappelle-toi que tu ne sais pas ce qui est le meilleur pour toi au long terme, ni même au court terme. Donc tiens-toi à la vérité pour éviter les regrets et avoir la chance de vivre l'aventure de ta vie. Et peut-être que ce sera une aventure si folle que tu penseras « Putain, c'était vraiment quelque chose, mais ça en valait le coup ». Si tu cales tes actions sur cet axiome de foi, tu supprimes instantanément toute anxiété liée aux différents choix devant toi. Tu n'as plus à comparer les conséquences et les bénéfices du futur où tu mens et de celui où tu dis la vérité. Tu te libères d'un poids. La plupart des décisions seront évidentes et éclairées par ta conscience. Tu auras la chance de participer à l'aventure de ta vie au lieu de vivre l'aventure de celui que tu es lorsque tu mens. Peterson insiste, après des années en tant que clinicien, que la vérité offre une imprédictibilité optimale. Tu ne te lasseras pas et tu ne seras pas constamment submergé par l'anxiété non plus. Par exemple, lors d'une conversation avec quelqu'un, tu peux choisir d'impressionner cette personne et mentir à propos de toi en conséquence. Et peut-être que cela va marcher, mais qu'est-ce qui te dit que c'était la meilleure chose à faire? À la place, tu aurais pu te laisser embarquer dans une conversation honnête sans savoir où celle-ci va aller. Et ce sera excitant, surprenant et parfois difficile. Tu ne verras peut-être pas pourquoi c'était une meilleure solution que mentir, mais au long terme, tu pourras vivre l'aventure de ta vie. Peut-être que cela veut dire que tu passeras à côté du job que tu voulais, mais peut-être que cela te permettra d'être embauché 6 mois plus tard dans le job de tes rêves. Ne sacrifie pas ce que te réserve le futur pour ce que tu penses être bon pour toi dans l'immédiat. Il nous reste une dernière question à voir. Comment savoir quel chemin suivre? Comment savoir quelle quête poursuivre? En effet, nous avons vu des exemples de choses que tu pourrais viser dans différents aspects de ta vie. Nous avons aussi vu comment trouver du sens au travers de l'adoption de responsabilités, mais cela ne t'aidera pas à trouver une réponse à pourquoi tu es sur Terre. Alors quelle est la chose que tu peux faire et qui est propre et unique à toi? Pour Peterson, la réponse se manifestera naturellement et inconsciemment. Lorsque quelque chose capture ton attention et agrippe ton intérêt, alors c'est le signe que cette chose vaut le coup d'être poursuivie. Lorsque quelque chose nous appelle, comme l'amour d'une personne, un problème économique, politique, une question scientifique ou une idée créative, tu sauras que c'est la bonne chose lorsque tu seras incapable de faire disparaître cette envie, qu'elle persistera jusqu'à temps que tu te lances. C'est ce que Peterson entend par poursuit la vérité. Et tu n'as pas besoin de pouvoir la justifier, de comprendre pourquoi c'est précisément cette chose qui a capturé ton attention. Tu ne peux pas choisir ce qui t'intéresse, ça te tombe dessus. Apprends donc à reconnaître ces signes, distingue la possibilité qui brille dans la pénombre du chaos et aie le courage de la suivre. Que cette possibilité mène à une réussite ou à un échec, tu auras grandi en la suivant. Parfois la poursuite sera douloureuse, difficile. Parfois ce sera la chose la plus facile que tu aies faite. Dans tous les cas, ça en vaudra le coup, puisque tu auras amené à la vie ton potentiel. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que tu veux faire pour commencer, juste commence et vois. Choisis une routine qui t'intéresse, et au fur et à mesure, tu deviendras meilleur à trouver des objectifs. Mais quand savoir lorsqu'il faut changer de chemin? Un problème majeur, en particulier aujourd'hui, où le nombre de possibilités est plus élevé que jamais, est de savoir lorsque la poursuite de notre intérêt est dépassée, et que l'on doit poursuivre une nouvelle chose. On pourrait répondre que dès que quelque chose de nouveau agrippe ton attention, alors tu devrais laisser tomber l'ancienne chose et poursuivre la nouvelle. Mais tu risques alors de changer constamment de chemin sans jamais réussir à accomplir quelque chose, à avancer suffisamment pour manifester ton potentiel, et donc tu risques de rester bloqué au même point. Au contraire, tu veux être capable de rester concentré sur une seule poursuite, de rester sur un seul chemin pour suffisamment de temps. Et combien de temps? Parce qu'évidemment, tu ne veux pas rester sur le même chemin par principe et rater d'autres opportunités à cause d'une décision prise
des années auparavant. Une bonne règle est de changer de poursuite lorsque le nouvel intérêt qui se manifeste est plus dur que l'ancien, plus exigeant et promet plus d'accomplissement de ton potentiel. De cette façon, tu es sûr de ne pas changer d'objectif juste parce que celui-ci était en réalité trop difficile et que tu préférais aller sur quelque chose de plus simple ou de plus plaisant dans l'immédiat. Change de chemin uniquement si le nouveau chemin est plus ardu, plus escarpé que le précédent. Dans cet épisode, nous avons abordé une des leçons les plus importantes de Jordan Peterson, la nécessité de développer une vision lointaine, claire et précise. Et j'aimerais rappeler un point. Peu importe où tu te trouves maintenant, ne marque pas une finalité. Peu importe si aujourd'hui tu as l'impression d'être un fardeau pour le monde, rappelle-toi qu'il a et aura besoin de toi, que tes proches et tes amis ont et auront besoin de toi, même si pour le moment, tu n'es pas capable de le réaliser. Pour conclure l'épisode, je finirai par une citation de Peterson qui encapsule tout ce que nous avons vu. Tu veux regarder en toi et être capable de reconnaître ta valeur. La valeur que tu as en tant que personne. Mais aussi être capable de regarder tes défauts, tes péchés, tes vices, ton ignorance et ta mauvaise foi. Après cela, tu veux être capable de regarder dans le futur, d'imaginer clairement qui tu pourrais devenir et t'encourager à le devenir. Si tu es jeune, c'est la meilleure forme d'amour que tu puisses t'offrir. Alors lève-toi, ressaisis-toi, prends des responsabilités, réassemble ta vie, développe une vision, développe-toi au-delà des limites étroites qui font ta misère. Pense que tu peux le faire, tu pourrais le faire, et tu devrais. Le monde se portera mieux si tu le fais, tu iras mieux si tu le fais, tout ira mieux. Alors pourquoi ne pas le faire? Tu es la personne qui peut le faire et qui a le devoir de le faire. Commence petit, observe les résultats, puis attaque-toi à quelque chose de plus difficile, maîtrise-le, et continue avec quelque chose d'encore plus difficile. J'espère que cet épisode t'aidera à construire le futur que tu veux voir apparaître. Comme je te l'ai dit, c'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, et comme tu as pu le voir, le développement d'une vision et la quête de sens sont en synergie, et dans les prochains épisodes, nous verrons comment trouver du sens dans son quotidien et sa souffrance au travers des travaux de Viktor Frankl, et un troisième épisode sera consacré à la quête de sens chez les bouddhistes. Le but de cette série sur la quête de sens n'est pas de t'imposer une certaine façon de donner un sens à ta vie, mais de t'inspirer et de te montrer les opportunités que tu as et auras de lui donner du sens. Et je finirai l'épisode avec les mots d'Abraham Maslow. Tu peux choisir de revenir vers la sécurité ou d'avancer vers la croissance. La croissance doit être choisie encore et encore. La peur doit être surmontée encore et encore.